Et c'est parti! Partie 3 d'apprentissage sur Git. Vrai ou faux? Git s'occupe automatiquement de synchroniser toutes nos créations de branches sans intervention utilisateur. Et par là, j'entends GitHub sur un dépôt distant. Synchronisé, là, je parle de dépôt distant. Eh bien, c'est faux. À part la branche main qu'on connecte au début, toutes les autres branches doivent être synchronisées manuellement. Eh bien, c'est l'AlphaGo en première position et le Wombat qui suit, suivi de la licorne, de l'escargot et la tortue. C'est serré. 5 points. Vrai ou faux? Une fourchette fork sur GitHub est notre propre copie d'un dépôt qui ne nous appartient pas. « 10 secondes. Allez, soyez pas timide. Eh bien, c'est vrai. Une fourchette, c'est lorsque, mettons, on veut participer à l'élaboration d'un produit open source, eh bien, on s'en fait une copie. On va travailler là-dessus et à la fin, on va faire un pull request. Oh, l'escargot, qui n'est vraiment pas le plus lent, a pris devant le Wombat. S'il y a quelqu'un qui veut me mettre dans le chat la traduction de Wombat, suivi d'un chat sauvage, d'un chevreuil et d'une panthère. Vrai ou faux? On peut modifier des fichiers et les commiter directement à partir de l'interface HTML de GitHub sur le dépôt distant. Eh bien, c'est vrai, et beaucoup de vous l'ont vu quand ils ont fait le labo, les manipulations en classe. Bravo! Eh bien, nous avons toujours l'escargot en première position. Wow! Eh bien, je vais les appeler les Wombats. Je ne savais pas si c'était quoi. Eh bien, c'est un petit animal, Justin. Merci de nous rendre plus brillants. Tu vas même poster ça à tout le monde. Alors, l'escargot se maintient en place par 7 points devant le Wombat et le chat sauvage les suit très près. Ensuite, il y a une aigrette et la panthère. Bravo pour le piranha qui est après nous rattraper et peut-être viendra nous manger. Texte libre. Je suis la commande qui affiche qui a fait une modification dans un fichier ou un post et à quel moment. Et seulement 2 l'ont eu bon. C'est la commande git blame. Eh bien voilà, Loi, avec 4 bonnes réponses d'affilée, vient de prendre les devants par 500 points avant l'escargot et le phascolome. Ça se prononce aussi Wombat en français, si on veut, mais sinon, c'est un phascolome. Ensuite, le chat sauvage et l'aigrette. C'est parti pour la prochaine question. Choix multiple, plusieurs bonnes réponses. La commande git pull est l'équivalent des 2 commandes suivantes dans l'ordre. Le chiffre devant vous donne l'ordre.
Quand je fais un pull, je fais 2 commandes simultanément. Eh bien oui, c'est effectivement l'équivalent de fetch, d'aller chercher et de merger dans son répertoire courant. C'est pourquoi la recommandation est de toujours mettre à jour votre répertoire avec un commit avant de faire un pull. Loi garde les devants par 300 points, suivi du chat sauvage, la panthère, mais le piranha fait une remontée spectaculaire, bravo, et on a le roi lion qui s'en vient peut-être. Choix multiples, plusieurs bonnes réponses. En plus d'être un dépôt distinct, GitHub offre les fonctionnalités suivantes. On secondes, 2, 1, 0. Eh bien, s'il y avait eu toutes ces réponses, vous auriez pu y aller tout simplement avec toutes ces réponses. GitHub, ça permet de proposer des modifications, ce qu'on appelle un pull request, échanger sur des issues avec d'autres développeurs, ce sera dans votre TP. Bon, visualiser, modifier du code, on l'a vu, et exécuter des tâches d'automatisation. Il y en a un petit peu moins qui l'ont eu, celle-là, mais oui, avec GitHub, vous pouvez déployer du code automatiquement, le vérifier, faire des tests. Eh bien, maintenant, 6 bonnes réponses sur 6 pour loi. Le chat sauvage mélodique a quand même pris les devants, suivi de la panthère, de l'alpaga et, je savais, le piranha nous apparaît. Texte libre. Je suis un fichier qui contient le patron, le pattern des fichiers que Git ne doit jamais suivre. Il reste 10 secondes. C'est le fichier .getignore. Bravo, 6 qui ont eu la bonne réponse. Eh bien, le chat sauvage se maintient en position. 3 nouveaux joueurs ont 3 bonnes réponses d'affilée. On ne lâche pas, bravo! Choix multiples. Lors de l'utilisation de dépôts distincts, quelle est la première chose à faire lorsque vous débutez à travailler? C'est effectivement un git pull pour aller chercher les dernières modifications. Ah, mais ne vois-tu pas notre escargot qui nous rattrape? Bravo, l'escargot! Je suis la commande qui ajoute des fichiers à la remise. Une seconde, 0. C'est git stash push. Félicitations parce que tout le monde a eu bon. Bravo. Et l'escargot, il ne fallait pas le compter battu. Il fait une remontée. Bravo pour Loi qui a maintenant 9 bonnes réponses d'affilée. Texte libre. Quelle est la commande qui affiche les différences de contenu dans un fichier? Git étant déjà assumé.
Et diff, ça prenait effectivement 2 F. Et voilà, loi a repris sa place en haut. 10 bonnes réponses. Félicitations. Vrai ou faux? La commande git push fait une copie du dépôt distinct sur votre environnement local. Donc, git push prend le dépôt distinct et le copie localement. C'est terminé. Eh bien, c'est faux. Push prend le dépôt local et l'envoie à distance. Pull fait le contraire, va chercher, tire si on veut. Eh bien, loi nous montre sa dominance. Choix multiple. La commande git pour faire une copie d'un dépôt distinct qui existe déjà et créer automatiquement votre répertoire local est c'est git clone. Git pull, il faudrait qu'il existe avant votre répertoire local. Init remote, ça n'existe pas. Et remote add, c'est pour l'ajouter, mais ça ne crée pas le répertoire local. Oh, changement en 4e et 5e position. Tout de suite en bas du piranha qui est en 3e, se trouve maintenant la panthère et la licorne. Choix multiple. Je suis un endroit temporaire dans lequel on peut aller cacher des fichiers lors de manipulation de Git. C'est facile, on devait faire une question qui portait sur le sujet. Eh bien, bravo, c'est la remise ou la cachette. Bravo à Loi. Elle a maintenant 13 bonnes réponses sur 13. Wow! Et le chat sauvage, quand même, est proche pour avoir manqué une seule réponse. Bravo! Puzzle compte pour le double. Mettez dans l'ordre les opérations à faire pour créer un dépôt distinct à partir d'un dépôt local qui existe. Donc, vous avez un dépôt local qui existe. Vous voulez travailler avec un dépôt distinct. Comment vous allez faire ça? Dans l'ordre. Et c'est une question piège un peu. Eh bien, voilà. Là, celle qui est en rouge, remarquez qu'il y avait le git push après pour vous aider. Un git push, ça ne peut pas se faire si le répertoire, le dépôt distinct n'est pas créé et n'est pas synchronisé. Donc, on crée le dépôt sur GitHub. Après ça, on ajoute le dépôt à distance avec git remote add origin main. Après ça, on fait notre git push-u origin main, ce qui relie la branche main locale à la branche main sur le dépôt distant. Et finalement, on peut travailler localement et effectuer la commande git push toute seule. Le podium en 3e position, le Piranha Brave. Bravo, Piranha. 2e, le Chat Sauvage. Et finalement, en première position, avec toutes les bonnes réponses, je crois, c'est Loi. Félicitations aux 4e et 5e et en fait à tout le monde qui a participé. Vous avez de cette façon continué
à développer votre mémoire et à acquérir les connaissances. Bon, les questions qui ont été les plus difficiles. Qui a fait quoi? Maintenant, vous devez le retenir, c'est Git blame. En plus d'être un épo distant, GitHub off, et là, il y a beaucoup de fonctionnalités. Là. En fait, c'était toutes les fonctionnalités qui sont ici. Bon, le puzzle, il y en a peut-être qui l'ont rempli à l'envers. C'est toujours de haut en bas. Je vous le rappellerai la prochaine fois. Donc, il faut créer le dépôt sur GitHub, ajouter le dépôt à distance sur notre Git, synchroniser et rattacher la branche avec le Git push-origin main. Et finalement, on travaille comme d'habitude et on finit avec un Git push. La commande qui affiche les différences que vous avez, je ne sais pas si vous l'avez fait dans le labo, mais on l'a fait dans la classe, c'est diff. Voilà. Alors, bravo pour le chaos. De retour. Donc, correction du labo 3 et 4. C'est un effort qu'on fait ensemble. On va partir le document Word. Et on démarre. Donc, ils sont ici, c'est assez tranquille. Alors, Git remote add, ça sert à quoi? Est-ce que je peux répondre, monsieur? Oui. Levez la main, s'il vous plaît, vous êtes trop nombreux à participer. Youssef, je crois que tu as levé la main en premier. Vas-y, on t'écoute. Et après ça, ce sera Théo, si tu as de quoi nous rajouter. Ben, si on a un dépôt distant qui existe déjà, on peut l'ajouter au dépôt local. C'est comme une manière de connecter les deux dépôts ensemble. C'est exactement ça. Donc, on peut penser que ça les relie toutes les deux. C'est bon? Théo, avais-tu de quoi ajouter ou tu allais dans le même sens? Non, je n'ai rien d'autre à dire. Parfait. Git remote -v. Théo, je t'écoute. Le -v, c'est verbose, alors ça fait juste comme le décrire en détail. Exactement, ça va me dire, ça va m'afficher le nom des dépôts distants et leur chemin. Git show, on l'a vu la dernière fois, vous souvenez-vous? Nous, on a fait un Git show remote. Non. Git show. Ah, voilà. Alors, Git show ici ressemble beaucoup à Git diff. Ah, ben là, je me prends un fichier ls. Alors, je n'ai pas de différence entre mon local, tout est reporté. Alors, un Git show, sans aucun autre paramètre, donne la différence du dernier commit. On voit ici, origin main versus head main. Donc,
les dernières modifications qui ont été apportées à un fichier dans un commit. Bon, Git checkout, je ne le referai pas, je pense que tout le monde le sait. Mais un qui vous a causé des problèmes, le fichier .gitignore, qu'est-ce que c'est? Théo, on t'écoute. S'il y a quelqu'un d'autre qui a levé la main après moi, vous pouvez le laisser, là. Ou il n'y a personne d'autre. Non, tu es tout seul. Ah, OK. Ben, c'est juste que je mets les trucs. Si tu mets un fichier texte, tu racontes ta vie dedans, tu peux le mettre là pour pas que Git l'ajoute à ton site web, genre, ouais, peu importe ce que c'est. En fait, je vous donne un exemple ici. Il n'y a peut-être pas grand monde qui connaît Oracle Forms, mais ceci dit, ce qu'on met dedans, dièse, c'est une remarque, et je mets étoile.fmx, ça veut dire que tous les fichiers FMX, même lorsque je fais git add point, ne seront jamais suivis par Git. Donc, dans le cas d'un site web, on fait souvent un fichier .gitignore avec étoile.jpg, étoile.png. Donc, ce fichier-là, c'est un fichier qui contient la liste. J'aurais une question. Non, patron des fichiers. Pas de problème, je vais répondre des fichiers. OK. Qui ne seront jamais suivis par le projet. Vas-y, je t'écoute, Théo. Donc, pourquoi quelqu'un mettrait un fichier dans gitignore et pas dans le stash ou vice-versa? OK. Le stash, c'est une cachette temporaire. Le stash, mettons que tu es après éditer index.html, puis là, tu as Discord avec ton partenaire dans ton développement pour ton TP, puis il veut que tu vérifies quelque chose qui vient juste de push. Là, tu ne veux pas faire ton pull et écraser ton répertoire de travail, fait que tu vas faire un git stash push pour tout envoyer. Tu vas faire ton push-pull, tu vas regarder qu'est-ce que ça a l'air, puis tu vas ramener avec un git stash pop les fichiers que tu étais après éditer. OK. Ça répond-tu à ta question? Ouais, donc le gitignore, je le mets là-dedans si genre je veux pas le reprendre. Non, le gitignore, c'est la liste des fichiers que tu ne veux jamais que Git suive. Ouais. Entre autres, j'avais expliqué, dans le cas où tu développes un site web et tu auras un répertoire d'images. Les images des fichiers binaires, ce n'est pas des fichiers texte. Et ces fichiers-là, ça ne fonctionne pas bien avec Git. Alors, tu crées un fichier .gitignore et tu mets étoile.png, mettons JPEG, dedans. À partir de ce moment-là, aucun fichier JPEG. Donc, si je te donne une idée, là, alors je vois que c'est peut-être pas clair là, pour tout le monde. On va sortir de là. Là, je suis dans mon projet et j'en ai pas de .gitignore. Donc, on va faire code.gitignore. Aucune image. Étoile.jpg. Étoile.png. Donc là, je fais mon ls- là.
Vous voyez que j'ai maintenant un fichier .getignore. Touch test.png. Donc là, j'ai maintenant un fichier test.png qui théoriquement est une image. Là. Git add point devrait s'ajouter à mon Git. Voyez-vous, quand je fais git status, la seule chose que voit Git, c'est que c'est mon fichier gitignore qui s'est ajouté. Et regardez, pourtant, si on regarde là, j'ai index.css, index.html puis test.png. Là. Et voyez-vous, nulle part ici, là, il y a quoi que ce soit sur mon fichier. Là. Même chose, si j'en ajoute un autre, mettons oiseau, point JPEG. Voyez-vous, même Git status ne le voit pas. C'est comme si le fichier n'existait pas. C'est-à-dire, oui, mais dans ce cas-là, si je veux qu'il soit sur GitHub, qu'est-ce que je fais? Vous allez les charger manuellement sur GitHub. En allant sur le site. Je vais revenir dans mes dépôts. Et vous faites un add file. Oh, plutôt add file. Upload new file. Puis là, je vais venir ici. C'est dans la mode 33, la mode 3. Et là, je vais charger les fichiers manuellement. Là, ils me disent que les fichiers sont vides, là. Moi, je l'avais créé vide, mais le point étant que c'est comme ça que vous les ajoutez ici. Ça va? Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions sur le fichier gitignore? Alors, vous allez avoir besoin de vous en servir dans le TP. On poursuit. Git reflog, qu'est-ce que c'est? C'est comme une historique de tout ce qui s'est passé. C'est plus tout ce qui s'est passé, j'aime ça. C'est affiche l'historique de toutes les opérations de Git en lien avec notre dépôt local. Je vais dire notre dépôt. Puis là, donc,
J'ai que deux opérations ici là, que j'ai fait. J'ai cloné. C'est les opérations, pas nécessairement les commits. Alors, j'ai deux opérations ici. La première qui est en haut, là, headmain, et j'ai le lien de l'origin que j'ai rattaché à mon dépôt en le clonant. Tandis que GitLog, lui, va me montrer toutes les commits qu'il y a eu. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. GitLog se focus sur les commits et GitReflog sur les opérations. Git clone, qu'est-ce que ça fait? Youssef, je t'écoute. Ben, si on a un dépôt distance, ça clone le dépôt distance sur notre et crée un dépôt local. Donc, ça crée un dépôt local en copiant un dépôt distant qui sera la source et ajoutera ce dépôt distant comme remote du dépôt local. Donc, ça fait aussi le lien. Git push. Youssef, vas-y. Un git push, ça envoie le dépôt local vers le dépôt distant auquel on est connecté. Plus précisément que ça copie les commits d'une branche d'un dépôt local vers un dépôt distant. Alors, j'ai fait par exprès là, pour prendre ta réponse et ajouter une précision additionnelle, parce que j'ai vu que dans une question, ça s'était accroché. Là. Alors, git push, ça ne s'occupe pas de pousser toutes les branches. Ça s'occupe de pousser la branche, soit celle que tu vas nommer dans le git push origin. Origin, c'est l'équivalent du nom de dépôt, mais au côté, on mettait main. Donc, on poussait la branche main. Si on ne met rien, il va faire main. Mais si on veut pousser une autre branche, il faut la nommer. Git pull, qu'est-ce que ça fait? Théo. Ben, c'est un peu comme l'inverse, tu prends ce qu'il y a sur le dépôt distant. J'ai fini ma phrase. Les derniers commits du dépôt distant pour les apporter, right? C'est ça que tu voulais dire? Ouais, genre sur ton dépôt local. Là. Je vais rajouter d'une branche du dépôt distant. Mais c'est la branche que genre t'écris dans la commande. Oui, mais tu peux l'utiliser sans rien. Un coup que tu as fait le -U, que je vous disais qui était optionnel, là, le -U, il s'occupe de relier la branche. Il fait un upstream branch vers le dépôt local et les merge.
Alors ça, c'est important ici, là, la partie du merge, parce que les commandes qui modifient votre répertoire de travail, vous devez être sûr quand vous les faites que vous êtes à jour. Sinon, vous allez perdre vos changements locaux. OK, on est à Git Remote Show Origin. Eh bien, nous avons ici un silence de mort. J'ai pris la peine de vous mettre la commande à l'écran. Dites-moi ce que ça veut dire. Ça montre comme la configuration de ton dépôt distant, genre. Ah, c'est très bien dit, ça. Affiche la configuration du dépôt distant. Vous comprenez qu'origine, c'est juste un nom. Hein? C'est un nom qu'on met équivalent au HTTP qui est là pour ne pas toujours être obligé de le taper. C'est une convention, mais c'est vraiment un nom. C'est le nom d'un remote. On l'a appelé origine et on l'a configuré pour les fetch et les push. Et head, notre pointeur pointe sur main. La branche à distance main est suivie et la branche locale configurée pour les git pull, c'est main va merger avec main. Puis main pushes to main. Fait que ça veut dire qu'on a attaché nos branches. Git merge, qu'est-ce que ça fait? Je peux répondre? Oui, vas-y, Youssef. OK, donc à partir de la branche où est-ce qu'on se situe, euh, le git merge prend une branche qu'on sélectionne et ben, fusionne, comme le dit le nom, fusionne la branche qu'on a sélectionnée avec celle où est-ce qu'on est. C'est ça que tu as dit? Est-ce que j'ai écrit fidèlement la réponse que tu nous as donnée? Oui, c'est ça que j'ai dit. Vous comprenez qu'à l'examen, ce qu'on fait là ensemble, c'est la même chose qu'un caout. On revise exactement les réponses ensemble de l'intra. Alors, git branch -d, qu'est-ce que c'est? Justin. C'est une commande qui permet de supprimer une branche qu'on met en paramètre juste après.
Merci. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Donc, nous avons terminé la matière sur Git. Il ne vous reste qu'un TP à faire. On va regarder le TP ensemble. Donc, j'ai fait l'énoncé select étoile from EMP et ce que ça me donne, c'est toutes les rangées de la table EMP qui correspondent à ma demande et étoile ici veut dire donne-moi toutes les colonnes. Donc, SQL, c'est en anglais, c'est une abréviation de Structured Query Language pour langage de requête structurée. SQL, c'est universel, presque toutes les BD relationnelles parlent SQL. Et par là, j'entends Access, SQL Server de Microsoft, IBM DB2, MySQL, MariaDB, et je continue. Ce qui est plaisant à SQL, c'est que ça utilise une terminologie qui est très proche de l'anglais courant. Alors, et en SQL, on va apprendre, nous, on va questionner des données au bout à droite. On va les manipuler, les données, les mettre à jour, les effacer, en ajouter. On peut aussi changer les structures des tables. C'est ça qu'on entend par manipulation des objets. Garantit la cohérence. On va apprendre ce qu'est une contrainte. On peut dire aux données d'accepter certaines choses et de les refuser. Et il y a de la sécurité dans SQL. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à toute l'information. Donc, SQL, c'est principalement 4 types d'énoncés. Le langage de manipulation, aussi connu sous LMD, langage manipulation de données, en anglais DML, Data Manipulation Language, c'est les énoncés Select, Insert, Update, Delete. C'est 90% de ce qu'on va faire dans ce cas-ci. Langage de définition de données, LDD, Create pour des tables, Dropper des tables et Alter pour modifier les tables. Les tables étant le contenant dans lequel on met les données. Langage de contrôle de transaction, ça c'est simple. Commit pour sauvegarder, Rollback pour reculer. C'est tout. Et langage de contrôle d'accès de données, on n'en fera pas dans ce cours-ci. C'est ce qui donne ou révoque des privilèges d'un utilisateur. Alors, la plus grosse partie du cours va se passer dans le langage de manipulation de données. C'est comment on met des données, comment on les extrait. Donc, ça, c'est le LMD. Le premier énoncé que vous avez fait, c'est Select. Insert, ajouter des données. Update, modifier des données. Delete, delete des données. Langage de définition de données, ça c'est pour créer des tables, les modifier ou jeter une table au complet. On va voir ça. Contrôle des transactions, je vous l'ai dit pour vous, il y a 2 commandes ici. Commit, ça sauvegarde. Rollback, ça recule. Et ça s'applique seulement dans le cas où je fais des ajouts, des modifications ou des suppressions. Dans le cas où je fais un select, mais je ne peux pas sauvegarder, j'ai seulement qu'extrait de l'information. Langage de contrôle de données ne sera pas vu dans ce cours-là, c'est ce qui donne ou enlève des privilèges. Donc, qu'est-ce qu'il n'y a pas en SQL? Il n'y a pas de if, il n'y a pas de while. On a l'équivalent d'un switch case que vous autres vous appelez en Java un switch. Switch en Java? Je ne me souviens jamais. Oui, c'est switch. Bon. Et en SQL, ça s'appelle un case, mais c'est la seule structure qui est pareille. Pour le reste, c'est un langage de requête
sur lesquels on traite les ensembles retournés. Donc, dans ce cours-ci, on va couvrir 3 types de données. Les dates, qui est un horodateur, autrement dit, une date avec l'heure. Un number, qui est un entier et un nombre réel. Et les varchar 2. Ce n'est pas une erreur de frappe, c'est varchar 2. C'est une chaîne de caractères. Il y a d'autres types. On ne les verra pas dans ce cours-ci. Je vous dis qu'ils existent. Vous n'êtes pas responsable de ça pour les examens. Donc, ça, c'est ceux qui sont fournis par Oracle. Il y en a là. On peut même mettre des images dans la base de données, des vidéos. Même avec 3 types. Number, date, varchar, on a des conversions. Puis en fait, ce qu'on sert le plus souvent pour convertir, c'est pour convertir une chaîne de caractères à une date. Parce que on va voir les dates dans Oracle, théoriquement, c'est une espèce de long numéro incompréhensible et on sert de tochar pour la formater en jour, mois, année. On va les voir quand on va faire des énoncés. Donc, on va commencer avec le select. Select, c'est une façon de demander à la base de données de nous retourner des colonnes pour déranger. Quand on va faire du SQL, les instructions SQL qui s'appellent aussi des requêtes ou des énoncés. Je vais avoir tendance à utiliser le mot énoncé ou requête, mais c'est la même chose. Sont non sensibles à la case, peuvent être écrites sur une ou plusieurs lignes, mais les mots-clés ne peuvent pas être abrégés, doivent être écrits au long. Alors, dans l'exemple que j'ai ici, select étoile from EMP, j'ai mes mots-clés, j'ai le nom de ma table et ça termine par un point-virgule. Je vous dis, ce n'est pas sensible à la casse, mais dans ce cours, on vous demande de mettre les mots-clés en majuscules et les noms de colonnes, noms de table en minuscules. Et Oracle peut le faire pour vous. Comme là, il m'a mis, si j'avais tapé ça en minuscule, là, je pense même qu'il me l'aurait ramené. Bouton droit, format. Et il y a moyen de changer tous ces paramètres-là dans les préférences. Comme moi, je n'aime pas le from, le EMP séparé. C'est dans tous préférences pour vous. Database, worksheet. Code editor. Format, advance. Voilà. Alors, j'ai changé la méthode de formatage. Alors, vous avez un auto-format. Je vous rappelle, il se trouve dans Tools pour ceux qui sont sur Windows, Préférences, Code Editor, Format, Advanced. Et là, il vous dit quand est-ce qu'il ajoute des retours de chariot. Les keywords sont en majuscules, les identifiants sont en minuscules. OK.
Donc, on saisit les instructions avec ces clauses. On voit c'est quoi des clauses tantôt. Terminer les instructions avec un point-virgule et vous pouvez directement exécuter avec le petit triangle ici ou le bouton Run sur LiveSQL ou Ctrl-Enter va exécuter votre requête. Les différentes parties d'un énoncé SQL, from, where, order by, on appelle ça une clause. On va les voir. Et les clauses doivent toujours être dans l'ordre. Le select avant le from avant le order by, etc. Donc, meilleure pratique. Mots-clés en majuscule, nom de colonne en minuscule. Chacune des clauses doit débuter sur une nouvelle ligne. Vous alignez les mots-clés à gauche. Vous devez toujours mettre un point-virgule. Et les commentaires, si c'est une seule ligne, on met 2 traits d'union multilignes, comme d'habitude, slash étoile, étoile, slash. Donc, si je veux, par exemple, si select tous les employés, vous voyez, trait d'union 2 fois, ça fait un commentaire en SQL. L'interpréteur n'en tiendra pas compte. Et d'après moi, c'est la même chose. Si je m'en vais faire un tour avec le LiveSQL, et n'oubliez pas ici, vous pouvez sauvegarder tout ce que vous avez fait dans vos sessions. Parce que je vous le répète, si vous ne voulez pas avoir copié-collé toutes les fois le script de MPDEPT, vous avez simplement à le rouler et après ça, le sauvegarder puis l'appeler comme script. Donc, on se connecte avec Scott, ceux qui ont une BD locale. Sinon, sur LiveSQL, vous vous connectez avec votre utilisateur mot de passe. Et il y a ici 4 tables dans notre environnement. Donc, on va regarder où? Les tables, on va les regarder ensemble, pour que tout le monde les sache, parce qu'après ça, vous êtes redevable de les connaître. Est-ce que vous êtes d'un examen, si je vous dis faites-moi un énoncé insert avec le nom d'employé et son emploi, vous devez connaître les noms et leur contenu. Alors, dans les tables de Scott, on a la table EMP qui comprend les colonnes EMPNO, numéro d'employé, e-name, name, c'est son nom, job, c'est son emploi, manager, c'est le numéro de son patron. Hire date, c'est sa date d'embauche. Sal, c'est son salaire, comme c'est la commission. Et DEPNO, c'est son numéro de département. Et c'est ce que vous avez vu quand vous avez fait un select étoile. La table DEPT ne contient que 3 colonnes. DEPNO, qui est le numéro de département. DNAME, le nom du département. Et LOC, qui est location en anglais, c'est la ville. Et regardez à droite, vous avez le contenu de la table. Si jamais vous demandez, monsieur, comment peut-on voir la table DEPT, vous pouvez et ça, c'est la table DEPT. Et c'est les 2 seuls avec lesquels on va travailler dans ce cas-ci. Pas trop pire, hein? 2 tables. Alors, pour afficher la structure d'une table, la commande, c'est describe ou DESC. Et en même temps que vous, je vais vérifier si ça fonctionne dans la SQL. Ça fonctionne. Alors, le nom des colonnes, si elle a le droit d'être nul ou non, et le type
Number 4-0, c'est un entier à 4 positions. Aucun chiffre appelle point. 7-2, salaire, c'est un nombre maximum 7 digits, dont 2 décimales. Je pense que vous comprenez. Alors, c'est le fun. On a appris comment regarder comment notre table est composée. Et là, on commence. Donc, un select a 3 clauses principales. Select from where. Vous avez dit, monsieur, on vient de faire un select, puis on n'a pas mis de where. Where est non obligatoire. Where, c'est la clause qui va filtrer les données. Et c'est toujours écrit select, le propriétaire, point le nom de la table, point les colonnes. Alors là, je vais vous dire ce que théoriquement on aurait dû écrire. Si, c'est monsieur, OK, le propriétaire de cette table-là pour nous ici, c'est Scott. C'est dans le schéma dans lequel se trouvent les données. Et là, j'aurais fait Scott.emp.empno, virgule, Scott.emp.dname. Je pense que vous comprenez l'histoire. Et là, je vais dire, monsieur, c'est ben trop long. Effectivement, si tu ne mets pas le nom du propriétaire puis le nom de la table, il va les chercher tout seul ici. C'est cool. Ça nous permet de faire juste ça dans 99% des énoncés. Tu nommes les colonnes que tu veux. Et mettons, on va rajouter son salaire. Tu vois, mais monsieur, je suis déjà connecté comme le propriétaire des tables. Si tu es en live SQL, ben c'est ton nom d'usager. Tu as créé les tables. Dis, pourquoi est-ce que je suis obligé de donner le nom de propriétaire? C'est moi. J'avais raison. Si on ne le met pas, le propriétaire de la table, il prend l'utilisateur connecté. Oh, c'est pas dname, c'est ename. Alors, on fait select, colonne, 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 from table. Mais quand je dis ça, je sous-entends propriétaire.table.colonne et propriétaire.table. Par contre, si tu ne nommes pas dans les colonnes le propriétaire et la table, il va prendre l'usager connecté comme le propriétaire et la table du from. Si dans le from, tu ne mets pas le propriétaire, il va prendre l'usager connecté. All right! Donc, notre premier, c'était select étoile from. Bon, ici, il est écrit DEPT. L'étoile donne toutes les colonnes. Donc, si je veux montrer que c'est vrai, je laisse ça en commentaire, fait que si j'en ai besoin plus tard, on va être capable de les ramener. Alors voilà toutes mes colonnes de la table. Jusqu'à date, ça va bien? C'est pas très complexe. OK. Là, je vous demande de faire un select qui affiche toutes les rangées et toutes les colonnes de la table MP. Vous devriez vous en souvenir, on l'a fait à quelques reprises. Et oui, c'était pas ça d'ailleurs. Il est écrit select distinct, mais c'est celui que je vous ai montré qui est ici. On va en profiter même pour changer le screenshot qui n'est pas bon.
correct. C'était, si vous l'avez fait, Select étoile from M, bravo, vous êtes maintenant capable de faire des selects. OK. Philippe Davis, je t'écoute. Oui, bonjour, je suis le messager de Youssef Hamdouni. Son Internet a coupé, donc il ne veut plus rejoindre. Ah, ben c'est triste. Merci de m'avoir avisé. Alors, OK, mais là, vous aimez peut-être pas les horribles en-tête de colonne. Monsieur, moi, j'aimerais ça avoir quelque chose de beau, hein, comme salle, j'aimerais ça avoir ça, salaire. Donc, j'aimerais ça avoir juste. Inaïm me dit-elle non? Moi, j'aimerais ça avoir quelque chose de beau. Voilà. Ça, c'est joli. On a pu mettre des majuscules, des minuscules, mettre un espace. Lorsqu'on met as avec une chaîne de caractères en guillemets, on définit un alias. Voilà. Par contre, auparavant, c'est encore valide, je pourrais aussi faire. Je vais me dire. Alors, le mot-clé as n'est pas obligatoire, mais est fortement suggéré et je vais vous obliger l'utilisation du as dans ce cours. Par contre, mais c'est au cas où vous voyez des exemples que j'ai faits et que je n'en ai pas mis, je vous dis, ce n'est pas obligatoire, mais c'est obligatoire dans le cours. Et dans le cas où il n'y a pas d'espace, on peut simplement remplacer par un autre nom. Et là, vous allez voir ce qui se passe. Si la colonne est toute courte, on est correct. Il va toujours la mettre en majuscule, mais si on essaye de mettre un accent, oh, il passe, mon Dieu, avant on ne fait pas. Alors, bonne nouvelle, on peut maintenant, mais tu ne peux pas mettre d'espace. C'est une erreur. Alors, par convention, on met les alias, entre guillemets, ce n'est pas obligatoire. Si c'est constitué d'un seul mot. Et si on veut des majuscules minuscules, eh bien, il faut absolument les mettre entre guillemets. Et les alias doivent toujours débuter par une lettre. Puis, vous pouvez vous le dire, un alias, c'est là pour faire beau. Parce que ça ne peut pas être réutilisé à peu près nulle part. Alors, un alias, c'est pour donner un nom significatif aux en-têtes de colonne dans les résultats en bas. Des guillemets, c'est nécessaire pour des alias lorsqu'il y a des caractères spéciaux ou qu'on veut être sensible à la case ou qu'il y a des espaces. Justin, je t'écoute. Oui, peut-être que je m'avance un peu, mais les alias, ça sert à quoi? Les alias de colonne, parce que c'est ça qu'on a ici, ça sert seulement à donner un joli titre à la colonne dans l'affichage des résultats.
Mais ça, c'est juste dans SQL. Donc, si on veut l'utiliser dans un site web, admettons, il servira à rien, l'alias. À rien pas tout. OK. C'est bon. Merci. Ça fait plaisir. Donc, on va apprendre un nouveau mot. Distinct. Distinct ne va afficher que les rangées qui ne sont pas pareilles. On va le voir tantôt. La partie importante ici, c'est where. Where, ça me permet de sélectionner des rangées en mettant un filtre. Et la clause where doit toujours être une expression qui s'évalue comme un booléen. La même façon que vous êtes habitué avec un if. Hein, tu t'en viens ici. Puis là, je vais enlever tout ça. Ça, j'aurais bien. Ça, ici, F9. On va regarder nos données. Et là, moi, j'aimerais ça avoir tous les employés du département 20. Depno égale 20, vous connaissez ça? C'est where le numéro de département est égal à 20. C'est comme un if, si vous voulez. Et le if est exécuté à chaque rangée. Si, pour une rangée, ça retourne vrai, Depno égale 20, la rangée est retournée. Sinon, il passe à la suivante. Alors, si je vous pose la question, il y a combien d'employés dans le département 20? Vous me répondez quoi? Cinq. Effectivement. Donc, les chaînes de caractères et les dates. Les noms des champs ou des colonnes ne sont pas sensibles à la casse, mais les chaînes de caractères, elles le sont. Donc, on reste avec notre cas de where. Je vais le terminer ici juste pour le regarder. Donc, je voudrais, clerk, c'est pour commis. Je vous demande de me retourner tous les commis. Bon, après, à quoi sert un where? Where job égale clerk. Ah, clerk, c'est une valeur. Je la mets entre apostrophes. Apostrophe. Pas des guillemets. Des guillemets en SQL, ça sert à une chose, les alias. Quand on travaille avec les valeurs, l'indicateur d'une chaîne de caractères, communément appelé une string, c'est des guillemets. Et là, il n'y en a pas des clerks. Il me semblait qu'il y en avait tantôt. Donc, vous le savez déjà, c'est la même chose en Java. Une variable égale la chaîne de caractères ABC. Bien, ABC en minuscule, ce n'est pas la même chose qu'en majuscule. Puis là, vous pourriez me dire, oui, mais monsieur, on a appris upper. OK, bien, ça existe aussi en Java, en SQL. Upper. Puis là, j'aurais bien pu écrire clerk comme je veux. Ça marche. Ça va? Pas grand-chose de nouveau là-dedans. Donc, quand vous allez me faire les requêtes, et dans les TP, et dans ce que vous voulez, vous allez toujours me remettre des entêtes de colonnes qui sont jolies. Donc, avec des alias.
Donc, afficher le nom et l'emploi et le salaire de tous les employés qui sont des commis. On avait bien commencé. Donc, il nous a demandé le nom, virgule, la job. OK, ça va même le valider. Oups, excusez, je regarde mon alliance. Il devrait y avoir une réponse qui ressemble à ça. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de plus de temps pour compléter l'énoncé? Et là, ce n'était pas obligatoire, ça, j'aurais pu aussi faire. Oups. Donc, tout le monde a eu ça ici? On peut même, là, si on veut être fancy, là. Utiliser une fonction. Donc, init4 retourne une chaîne de caractères avec la première lettre en majuscule, les autres en minuscule. D'avouer que c'est joli, là. Exemple de la clause distincte. Là, je vais vous demander, en regardant la table des employés, retournez-moi les numéros de département qui sont utilisés dans la table des employés. Donc, je veux les numéros de département, puis étant donné que je ne veux pas perdre ce que je fais, moi, je fais ça. Donc, là, je dis à SQL, donne-moi les numéros de département distincts de la table employé. On peut même mettre un bel alias. Eh bien, il y a 3 départements qui sont utilisés dans la table des employés. Je n'aime pas l'ordre. Alors, je vais rajouter une nouvelle clause. Order by. Oh, voilà. Oups, et ça, c'est un Y. Ouais. C'est plus joli comme ça. Donc, select distinct O. Et là, vous comprenez que j'ai peut-être induit une erreur parce que là, il regarde juste les numéros de département des commis. On va enlever le where pour regarder tous les départements. Ah bien, c'est quand même la même chose, 10, 20, 30. Donc, on va voir si on a la bonne réponse. The reset. Select distinct depth-no from him. Oh, il y a un nul ici. Select distinct depth-no from him. Ah, j'en ai pas, nous autres, on n'en a pas. Il y a 10, 20, 30, il n'y a pas de nul. Là, encore la clause distincte, mais afficher les numéros de département et les postes. Bon. Donc,
afficher les numéros de département. Donc, Depno, virgule, job. Depno, virgule, job. Alors, dans le département 10, on a clerk, manager, président. Dans le département 20, on a les postes d'analyste, clerk et manager. Et dans le département 30, on a clerk, manager et vendeur. Donc, la clause where, là, pourvu qu'après le where, ce soit quelque chose qui se résout par vrai ou faux, il n'y a pas de problème. Et celle-là, on l'a fait, c'est where depno égale à 20, c'est une des premières qu'on a fait. OK, mais là, il n'y a pas juste égal. Il y a plus grand ou égal, plus petit ou égal, différent. Et en fait, les 6 premiers, vous les connaissez. Ceux que vous ne connaissez pas, c'est les 4 derniers. Between, vous avez peut-être une idée. Between, c'est entre, si on le traduit directement. Donc, between valeur 1 et valeur 2, ben, donnez-moi les employés qui sont dans les départements entre 10 et 20. Si on a un département 15, il serait là. In va nous permettre de dire, donne-moi les numéros de département in 10,30. Like, on va le voir, ça c'est, on va pouvoir se servir d'un pattern. Et is not nul et is nul, c'est pour vérifier si une valeur est nulle. Et nul, ce n'est pas chaîne vide, ce n'est pas rien, c'est nul. De toute façon, on va tous les voir. Il y a une règle de précédence, il y a des where qui peuvent être compliqués et on utilise les parenthèses pour s'aider. C'est presque les mêmes préséances que Java. Hein, les opérateurs arithmétiques, multiplication en premier, après ça, les concaténations, les comparaisons, etc. Je ne vous questionnerai pas sur l'ordre de préséance, mais sachez qu'il y en a une. Donc, si je veux retourner le nom et le salaire des employés qui font moins de 1 500 $, alors allez-y, tapez-le juste pour vous mettre dedans. Donc, quels sont les employés, nom et salaire, dont le salaire est inférieur à 1 500? Donc, l'opérateur différent de, il y en a deux, c'est la même affaire. On peut l'écrire avec point d'exclamation égal ou plus grand, plus petit. Ne vous en pas, les exercices, ça me fait faire un peu plus loin, mais je fais par exprès, faites tous les énoncés qui sont là, ça va vous donner de la fluidité à rédiger du SQL. Et je vous dis, vous avez le droit de copier-coller l'énoncé précédent. Des fois, c'est juste une petite modification.
pour ceux qui utilisent LiveSQL, je peux-tu vous demander comment ça va? C'est la première fois que je donne le cours avec cet outil-là. OK, Philippe, ça va bien? Moi, ça ne me laisse pas mettre les noms avec les guillemets. Ah! Les as, si je ne mets pas les guillemets, ça fonctionne, mais si je les mets, en fait, ça me laisse les mettre si je fais seulement sélectionner un élément. Sinon, c'est J'ai pas de problème. Où est ta faute d'orthographe? As-tu oublié de mettre une virgule entre tes colonnes? Non. Est-ce que tu as mis des apostrophes au lieu des guillemets doubles? C'est pas apostrophe, apostrophe. C'est J'ai mis guillemets des guillemets doubles. doubles. Regarde, je vais te donner mon énoncé. Je vais le mettre dans le chat. Tu peux copier, coller ça, je suis sûr que ça fonctionne. Simon, je t'écoute. Commandant? C'est le commandant? Oui. OK. Excusez, j'ai deux écrans, je ferai mémoire. Ça va, j'avais une erreur quand c'était lié à... c'était une erreur numéro précédent, fait que là, je ne l'ai plus. C'est-tu mes as? Excusez, je suis... Il n'y a pas de problème. Copie-colle ce que j'ai mis, puis édite-le. Tu n'es jamais obligé de recommencer Non. à rien en select. Ouais. Je vais rencontrer l'erreur, puis je vais la réparer. J'ai déjà fait du SQL, fait que c'est pas étrange. Pas de problème. Antoine, ça a-tu réglé ton problème? Copier-coller ce que je t'ai envoyé? Oui, je ne sais pas pourquoi ça. Oui. Je suis sûr que tes guillemets, là, ils peuvent être. Si tu as des guillemets arrondis, comme en français, ça ne fonctionne pas. Ça prend vraiment les guillemets doubles. Alors, OK. Donc, si je comprends, il n'y a personne qui a de problème particulier avec LiveSQL. Donc, ça me permet de continuer à utiliser l'outil. OK. L'opérateur between. Donc, là, on va demander le nom et le salaire de tous les employés qui gagnent entre 2 et 3 000. Puis, entre 2 et 3 000, les bornes sont inclusives en SQL. Donc, on voulait le nom et le salaire. Ouais. Puis là, moi, j'ai fait un order by e-name pour le mettre par nom. Eh bien, maintenant, on va avoir l'opérateur in. C'est un opérateur qui nous permet de passer une petite liste, un peu comme un petit tableau. Donc là, on veut les employés dont le numéro du manager est 7902 7566 ou 77
8-8. Donc, en fait, souvent je fais ça. Et là, il y en a qui sont habitués en programmation, qui vont regarder ça, qui ont dit, oui, monsieur, on aurait-tu pu écrire where manager égale 7902 or manager égale 7566 or la réponse, c'est oui. Mais comme vous voyez, c'est pas mal plus long et si je veux maintenir ça, ça va m'en demander pas mal. Alors, c'est Adam, Ford, Scott et Smith qui correspondent à notre cas. Sur les chaînes de caractères, on a l'opérateur like. L'opérateur like, c'est vraiment la traduction de comme. Alors, et le pourcent veut dire n'importe quoi. Alors là, si on veut afficher les noms de tous les employés dont le nom contient la lettre R, on peut mettre pourcent R pourcent et ça va être n'importe quoi R n'importe quoi. Alors, j'ai donc 6 employés dont le nom contient la lettre R. Qu'est-ce qui serait arrivé si j'enlève le pourcent devant? Qu'est-ce que ça va me retourner? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? Justin? Tous les employés dont leur nom commence par R. Et voilà, on va voir si tu as raison. Et j'en ai pas. Si je mets pourcent R, qu'est-ce que je vais obtenir? Ceux qui finissent par R. Et voilà, ça, je pense que j'ai plus de chance. Et j'ai Turner Miller. Donc, quand vous lisez un like, dites-vous dans votre tête que pourcent, c'est n'importe quoi. Alors, n'importe quoi, une lettre, ben, ça veut dire qu'on va finir par cette lettre-là. N'importe quoi, une lettre, n'importe quoi, c'est qui contient. Ou n'importe quoi, puis la lettre, c'est qui finit par cette lettre. Félicitations. Bon, là, on peut aussi utiliser des fonctions en fait, à peu près partout, dans un énoncé SQL. Premièrement, on va apprendre à formater une date. Donc, on va mettre le nom et la date d'embauche au début, juste ça. Name as hire date as
voilà la liste de nos employés avec leur date d'embauche. Mais là, ce n'est pas particulièrement joli, ça, le formatage de la date. Et c'est là que je vous dis, on va commencer à travailler avec la fonction toChar. Et là, on met la date et on met le masque désiré. Day, month. Ah là, c'est beaucoup plus joli. Hein? Parce que ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça, moi. Des dates à 2 caractères. On a ça juste en orange. Et là, si je vous demande tous les employés embauchés en 82, donc on pourrait rajouter une clause where. C'est extract year, si je me rappelle. Oui. Donc, dans une clause where, on peut utiliser une fonction. Ici, ma fonction, c'est extract year from hire date égale. Et j'aurais pu, cette fonction-là, la mettre aussi comme colonne. Mais monsieur, étant donné qu'on peut faire un toChar, est-ce que ça serait aussi valide? C'est quoi la différence entre la ligne 11 et la ligne 12? Justin? Je dirais que la ligne 11, c'est une date, alors que la ligne 12, c'est un char. C'est pas loin. La ligne 11, c'est effectivement un number et la ligne 12, c'est un char. Alors, c'est toujours à faire attention. Et là, on ne peut pas faire un toNumber d'un hire date. Pas possible. Alors, dans un énoncé, ça ici, est-ce que j'aurais pu faire, monsieur, un toNumber? Si je voulais qu'il me sorte un number, puis je voudrais faire, mettons, des additions ou des soustractions avec, la réponse, c'est oui. Mais là, je rends le cas complexe pour rien. Vous aurez
à peu près jamais à me faire ça, un to number de to chart and date. Là. OK, je voudrais que vous me donniez un énoncé de tous les employés du département 20 qui sont des commis. Mettez-moi toutes les colonnes. Donc, select, étoile, from, MP, where. Commis, c'est emploi. Donc, job égale clerk. Puis là, vous avez le droit d'utiliser les opérateurs logiques. And depno égale 20. Vous avez ici tous les commis du département 20. Jusque-là, est-ce que ça va pour tout le monde? All right? C'est ici qu'on va arrêter et qu'on va débuter le labo.